I was born to be free. I was born to be free. La LBLIX présente le MAC des Libertés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième MAC des Libertés. Aujourd'hui, on se retrouve au Parc Royal pour notre émission sur les festivals des libertés, une émission réalisée par les étudiants et étudiantes de l'IEX et de la ELB. On commence cette émission avec un débat sur le sujet de la décolonisation et ensuite nous irons au bar, ce lieu emblématique du festival. Pour finir, on ira au concert Déjanté d'Omar Souleyman. Comment envisager la pensée coloniale sans frontières continentales? C'est le thème du débat sur la décolonisation que Sibylline et Maëlle ont couvert pour nous. Quelle est la place de la résistance armée dans les décolonisations? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre aujourd'hui? Et puis... Les questions n'ont pas manqué lors de ce débat sur la décolonisation. Le parallèle entre l'histoire de l'Amérique latine et celle de l'Afrique a attiré un large public. La problématique du débat a été de montrer comment les colonisations à la fois en Amérique latine et en Afrique sont soumises aux mêmes mécanismes avec une antériorité pour l'Amérique latine et comment les décolonisations et les théories décoloniales ont en fait se sont répandues aussi de façon intercontinentale. Je trouvais intéressant d'avoir ce parallèle entre le continent sud-américain et le continent africain. Parmi les questions abordées, on a évoqué le pouvoir des mots, la violence dans la lutte armée et la résistance, mais pas seulement. J'ai une question qui concerne de nouveau la langue. On voit qu'au Rwanda, ils ont choisi la langue anglaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Si aujourd'hui les pays africains se mettent d'accord sur une langue africaine, dans 60 ans, le Sénégalais qui parle Wolof mais qui parle aussi français pourra échanger avec le Mozambicain qui parle Makondé et portugais. La question de la langue est aussi beaucoup revenue. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la colonialité linguistique, comment on pense également le monde, les sciences dans des langues non europhones, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à l'espace européen. En gros, c'est ce que j'ai retenu, comment se réapproprier les visions de l'histoire que l'on a et que ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas forcément la vérité au sens large. L'histoire, c'est l'histoire et il faut garder l'histoire aussi. J'ai l'impression qu'on veut effacer l'histoire. Le débat permet d'élargir les réflexions en amenant de nouveaux questionnements. Il faut aussi qu'on pense comment on va faire pour redistribuer, pour faire que les échanges ne soient pas inégalitaires et qu'on renverse cette position de supériorité parce que la solution n'est pas de faire que le Sud devienne le Nord et que le Nord passe à devenir le Sud. Les questions sont encore assez difficiles à conclure. Par exemple, la question de la réparation, la question de la préservation des cultures, la question des langues aussi. Et toujours également cette question de cette systématisation de la domination en fait. 2 heures d'échange qui auront éveillé les consciences sur cette thématique complexe. Les participants repartiront certes enrichis de réflexions, mais le dossier, lui, est loin d'être clos. La domination dans le milieu associatif, c'est sur ce sujet que Lucie va échanger avec le philosophe Gabor Verdota. On les retrouve tout de suite dans la cour du musée Bellevue. Bonjour Gabor Verdota, vous êtes chargé de projet chez Bruxelles Laïque et vous modérez un débat dans le cadre du Festival des Libertés sur la domination dans le milieu associatif. Comment on explique qu'on reproduise des schémas de domination justement dans les milieux qui se veulent les plus solidaires, qui cherchent à visibiliser les personnes les plus invisibilisées? Oui, vous posez une très très bonne question. Et c'est précisément avec ce paradoxe que je vais commencer mon introduction ce soir. L'État, dans une société de marché, n'est pas simplement le garant du bon fonctionnement de l'ordre social et de la cohésion sociale, mais qu'il joue aussi un rôle dans le maintien des rapports de pouvoir en place. Rapports de pouvoir qui, de toute évidence, désavantagent certains et avantagent d'autres. Cela signifie que nous travaillons pour un ensemble d'appareils qui gèrent, entre autres, le maintien des inégalités sociales. Même si, bien évidemment, l'État n'est pas que cela,
Et je pense que c'est surtout pour cette raison que certaines formes de domination se retrouvent au sein du secteur associatif et sont exercées aussi à travers le secteur associatif. Est-ce que c'est possible alors d'inventer des nouveaux schémas de communication collectif où on serait exempté de cette domination, où on inventerait des manières de communiquer différentes sans domination ? Cela veut dire qu'en tant qu'acteur associatif et en tant qu'individu qui travaille pour une association, en fait, on ne peut pas vraiment lutter avec l'efficacité qu'on souhaiterait en tant qu'individu, en tant que citoyen responsable contre les formes de domination contre lesquelles nous pensons qu'il est utile de lutter. Donc il faut aussi se dire que peut-être le secteur associatif n'est pas forcément le lieu où devraient s'inventer des nouvelles formes d'être ensemble qui dépasseraient définitivement toutes les dominations qui existent dans la société. Il y a aussi lieu d'utiliser à bon escient les moyens mis à disposition par les associations pour leurs travailleurs, pour des personnes qui par ailleurs auraient une veine militante, disons. Et puis aussi, il y a moyen de faire des choses à côté des associations. Et justement, vous, ce soir, vous modérez un débat pour Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des Libertés. Comment vous allez réussir à modérer un débat de manière juste sans prendre une position de domination? Je n'ai pas vraiment de stratégie ou de tactique très précise. J'essaye déjà de donner au moins la moitié du temps de parole au public. Ça, c'est très important. Qu'on n'est pas là pour faire un monologue et les gens ne sont pas là pour nous écouter. Ils sont là pour interagir avec nous. Et il faut diviser le temps de parole de manière juste entre les intervenants également. Faire en sorte que le débat se déroule de manière à ce que les intervenants se sentent à l'aise aussi avec la situation, avec ce que les autres intervenants disent. Et voilà, au-delà de ça, j'ai pas beaucoup d'autres pratiques très intelligentes à mettre en œuvre. Je vous souhaite une bonne chance pour ce soir et j'espère qu'on arrivera un jour à s'échapper des schémas de domination. Et merci d'avoir été avec nous. Bien, merci pour votre invitation. Comment les jeunes activistes d'aujourd'hui luttent pour sauver leur avenir et celui de la planète? Ce sont des sujets que Pieter Van Eyck questionne dans son documentaire Planète B, qui a d'ailleurs été présenté en avant-première en Belgique au festival. Emma Louise est allée à sa rencontre. La liberté est dangereuse. Libre d'en parler. Bonjour, Pieter Van Eyck, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de votre documentaire, Planète B. Comment vous est venue l'idée de faire un film sur les jeunes activistes ? Moi j'étais déjà un cinéaste, un réalisateur et aussi activiste climat au moment que les grands mouvements de climat ont éclaté en 2019 et ça m'a donné un énorme espoir en fait. J'étais tellement émotionné par la force de tous les jeunes qui exigeaient un futur. C'était d'abord avec Greta Thunberg et puis en fait ici en Belgique, on a suivi et c'était magnifique. Et je me disais, il faut que je capte. Je me demandais tout de suite qu'est-ce que ça veut dire avoir son adolescence, grandir aujourd'hui quand la science dit que notre monde est condamné à sa fin si on n'agit pas. Et donc voilà. Et comment vous avez trouvé Bo et Luca et à quel moment vous vous êtes dit c'est Yel que je veux dans le documentaire? J'ai commencé à chercher et je les ai trouvés via. Et elles étaient à ce moment-là, ça fait seulement 13 ans, donc très jeunes et pas du tout connues, pas du tout porte-parole. Et elles avaient tous les deux une très 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 belle énergie ensemble et voilà, c'était tout de suite, j'ai commencé à filmer et voilà, c'était parfait, je les ai suivis pendant 4 ans. Et justement, après avoir passé des années à les suivre et plus généralement le groupe Extinction Rebellion, est-ce que ça vous a aussi questionné dans votre activisme? Oui, mais disons que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais leur âge, un peu plus âgé, parce que je trouve qu'elles sont très très matures,
Moi, je n'étais pas si mature à ce moment-là. Mais donc, quand j'avais leur âge, j'étais aussi dans l'activisme et j'ai aussi découvert la désobéissance civile. Et ça m'a fait grandir très vite, tu vois. C'est parce qu'on se rend compte comment la société fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire s'engager. Et donc, j'étais à la recherche de capter ça. Merci beaucoup en tout cas Peter pour cette interview. On espère que le public va accueillir comme il se doit le film ce soir et merci encore. Merci. Moi je suis très content d'être présent dans le Festival de Liberté. Merci. Merci à vous. Dans chaque émission, nous allons à la rencontre des métiers de l'ombre qui permettent le bon déroulement de ce festival. Aujourd'hui, on vous propose d'aller vous accouder à l'endroit le plus peuplé du festival, mais surtout le plus festif, le bar, un endroit où conversation se mêle avec boisson. Romain est parti à la rencontre d'Eliott, barman le temps du festival. Eliott est un jeune architecte fraîchement diplômé. Chaque année, il met de côté ses plans et ses maquettes pour porter des plateaux et servir des verres. C'est pour lui une véritable parenthèse qui le pousse à changer d'univers durant une dizaine de jours. Je suis au Festival des Libertés parce que j'aime bien le mouvement, j'aime bien les idées, les débats, toutes ces choses-là, c'est intéressant. Mais entre nous, les idées du festival ne sont pas sa seule motivation. J'aime bien servir des bières, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Barman ne se résume pas qu'à ça. Moi je commence à 18h, du coup les premières choses qu'on fait c'est essayer de remplir tous les frigos qu'il y a en dessous ici. On amène les gobelets, les différents types de gobelets, on range les choses au maximum, on essaye de s'organiser au maximum pour bien pouvoir répondre aux rushs après les concerts et tout. Les moments où il y a le plus de gens, c'est à la sortie des concerts. Du coup, quand tout le monde arrive d'un coup, le bar il est un peu inondé de personnes. Et donc ça, c'est on va dire que c'est les moments où eux sont plus dans l'ambiance, quoi. Eliott est loin d'être tout seul. Le bar est une véritable fourmilière. On est une équipe de 10 à peu près. On essaye de faire en sorte que tout soit très pratique, facile d'accès, que ça aille vite, quoi. On se met tous à certains endroits, donc on s'approprie un peu tous des parties du bar. Et du coup, quand tout le monde arrive, on a notre zone de clientèle, comme ça qu'on ne se marche pas les uns sur les autres, quoi. Vous l'aurez compris, une organisation bien rodée pour que le public puisse se retrouver et échanger autour d'un verre avant d'entrer en salle. On va aller voir Planète B. Je vais voir un concert, je vais voir Omar Suleiman. Malgré le rythme soutenu, les concerts et les débats offrent la possibilité au personnel du bar de se retrouver pour de beaux moments de convivialité entre collègues. Quand on est un peu entre nous, quand c'est un peu plus tranquille, on peut mettre un peu de musique aussi, un peu discuter. Ça, c'est une ambiance plus tranquille pour nous, quoi. En bref, le Festival des Libertés offre beaucoup de plaisir, aussi bien à son public qu'aux personnes qui y travaillent avec le même enthousiasme année après année. L'une des têtes d'affiche de ce festival, c'est Omar Suleiman, cet artiste atypique qui ne laisse personne indifférent pour ses looks et ses musiques. Le focus du jour vous est préparé par Ena et Maude et va vous plonger directement dans son univers. Toujours coiffé de son kéfier, ses lunettes de soleil et sa moustache bien taillée, voilà le starter pack d'Omar Suleiman. Icône mondiale de la musique électronique et prince de la techno arabisante, il a collaboré avec des artistes comme Damon Albarn ou Björk. Mais avant de devenir une star, son métier, c'était ça. Chanteur de mariage. Ce qui lui reste de cette époque, c'est des chansons qui parlent uniquement d'amour et son look signature. C'est grâce à des cassettes vendues dans les rues de Damas qu'il sort de l'ombre. Dans les années 2000, ses productions sont remarquées par un label californien qui sort une compilation appelée Highway to Asake. Avec cet album, sa carrière décolle. Sur scène, c'est aussi une chorégraphie tout en sobriété. 3 pas phares qui saignent. Taper dans les mains, les remuer en l'air ou les balancer de gauche à droite. Pourtant, de Dour à l'after-party de Balenciaga en passant par la cérémonie du prix Nobel de la paix, Omar Suleiman est sur toutes les scènes. Le domaine d'Omar, c'est le folk syrien, aussi appelé le dabke, qui veut littéralement dire pulvériser avec les pieds, un peu comme les codes de la techno traditionnelle qu'il écrase. En gros, ces musiques,
C'est de la poésie syrienne chantée sur un boum-boum déjanté. La musique d'Omar, elle a traversé les frontières, mais elle était surtout porteuse d'un message. Je chante d'abord l'amour. Parce que l'amour rassemble tout le monde. J'espère que cette immersion dans l'univers d'Omar Souleyman vous a plu, car sans plus attendre, voici la suite. Emma Louise et Salomé ont assisté à son concert et vous verrez, c'était un moment unique pour ses fans. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Libère les watts! J'ai fait tout. Fidèle à lui-même, Omar Souleyman a réussi à faire danser la foule bruxelloise. Ces 3 petits pas iconiques sont bien connus par les fans qui les reprennent avec rythme. Son public n'a d'ailleurs pas hésité à faire de la route pour venir écouter sa musique palpitante. Ouais, on est le même pays, Omar Souleyman. Tu es venu exprès pour lui aujourd'hui? Ouais. Je l'ai découvert quand j'avais 16 ans. Et moi, bon, je viens de l'Italie. Donc pour moi, c'était super cool de le découvrir. J'étais à Paris pendant tout un moment et Omar Souleyman était en tête d'affiche pour une soirée là-bas et j'ai jamais pu le voir. On m'a dit de grandes choses, donc vraiment, la barre est haut. En fait, on avait super hâte de venir au concert parce qu'on connaît Omar Souleyman depuis super longtemps. Tous nos trajets de voiture, c'est ces chansons qui passent. On danse beaucoup avec les voisins dans le quartier en buvant l'apéro maintenant depuis un an. Donc voilà. Passer une certaine heure, c'est Omar Souleyman grâce à elle. La grande salle du Théâtre National a affiché complet. L'ambiance était survoltée. Les festivaliers et festivalières ont vibré sur la mélodie du prince de la techno arabisante. Au-delà de son côté déjanté, Omar Souleyman, c'est bien plus que ça. Sa musique rassemble, mais permet aussi aux gens de s'évader. J'ai redécouvert les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai découvert qu'en fait, la musique, elle nous unit. Et elle n'a pas de race, elle n'a pas d'ethnie, elle a juste le rassemblement. Et ça, c'est formidable. Surtout dans ces temps qui nous séparent, malheureusement. Ici, j'ai retrouvé une union plus que jamais. Ça, c'est Bruxelles, en fait. Balance ta liberté, c'est notre séquence qui vous interroge, mais pas sur n'importe quel sujet. Vous l'avez compris, le thème de cette année, c'est la domination. Diego et Jessica sont partis à votre rencontre. Balance tes libertés! J'ai pas de crotte de nez. Dominant ou dominé, très bonne question. Je me pose toujours la question, est-ce que je n'ai pas une position trop dominante dans les consignes que je donne? Dominer une partie de ma vie, surtout quand j'ai quitté les études. Dans la vie de tous les jours, j'essaye d'être ni l'un ni l'autre. Par moments, je pousse un peu quand je sens que c'est pas suffisamment réceptif. Je me sens dominée, totalement dominée par un monde qui me dépasse, qui dépasse mon entendement. Il y a des moments où on se sent un peu dominé par la vie, un peu soumis, un peu passif. Pas dominé pour pas écraser les autres. Je ne choisissais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. On a tendance à exagérer et à avoir une position dominante sur les personnes qui suivent vos consignes. Voilà. Que ce soit au boulot, avec ma famille, mes frères et sœurs, mes amis. Moi, j'essaye toujours de respecter le choix de tout le monde, le choix du groupe. Et là, c'est le moment où j'ai commencé à dominer la vie et à prendre mes propres décisions. Je le regrette en tout cas si par le fois j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Donc j'essaye de respecter la vie et la parité de
de tout le monde pour que tout le monde soit heureux. Voilà. Le MAC des Libertés, c'est déjà terminé. Merci à toute l'équipe, merci au musée Bellevue de nous avoir accueillis, notamment ici au Palais du Codenberg. Merci Anaïs, l'émission de demain sera présentée par Emma-Louise et Sibylline. À demain. À demain.